Qui ne connaît pas les amours? Des chiffres et des lettres, question pour un champion, monnaie drop, qui veut gagner des millions? N'oubliez pas les paroles, les 12 coups de midi. Mais aussi la France a un incroyable talent, le meilleur pâtissier Koh-Lanta, Fort Boyard. De 7 à 77 ans, voire plus, les jeux télévisés sont des rendez-vous incontournables du petit écran pour toute la famille. Divertissants, instructifs, captivants, ils s'invitent dans nos foyers aux heures de grandes écoutes et font la joie des aficionados du buzzer, des intellos, des warriors, des stratèges. En un mot, ils ne laissent personne indifférent. Mais connaissez-vous leurs véritables histoires? Qui sont ces cerveaux enflammés, capables d'imaginer des scénarios rocambolesques qui sauront tenir en haleine des millions de téléspectateurs? Comment écrit-on un scénario de jeu? Comment le produit-on? Qui sont celles et ceux qui vont travailler d'arrache-pied pour que l'imagination d'un scénariste tout seul, dans sa chambre, devienne un succès planétaire? Vous n'avez pas la réponse? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous éclairer. Écoutez cette série de podcasts initiée par la SAGE, la Société des auteurs de jeux, et plongez dans un univers mathématique, poétique et spectaculaire. Au début, on a une page blanche, on peut aller n'importe où. N'importe où c'est bien, mais en fait c'est pas bien. Il faut des contraintes. Donc en fait, je vais rajouter plein de contraintes. Et si on n'a pas l'émotion dans le jeu, votre jeu il est nul. Changez de métier, faites autre chose. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Le plus dur aujourd'hui, c'est de faire des jeux où il y a vraiment de l'émotion. Au fur et à mesure de nos aventures podcastiques, nous découvrons avec délice les différents profils qui influencent indubitablement le récit d'un jeu TV. Disons que si l'œuvre originelle est le fait d'une autrice ou d'un auteur, son identité est le fruit du travail d'un collectif composé de personnalités hautes en couleur. Parmi ces acteurs, en voilà deux qui semblent indissociables. Même si, évidemment, ils n'exercent pas le même métier, ils contribuent ensemble à imaginer les épreuves qui composent les jeux TV. Des épreuves remarquables, emblématiques, qui vont capter l'attention du public. Nicolas Fuchs est un collaborateur d'Arthur de longue date, qui a participé, entre autres, à la création de Vendredi tout est permis et de l'étrange District Z. Manu Blanquet est une figure incontournable de l'audiovisuel français, sans qui Fort Boyard ne serait peut-être pas un fort aussi magique. Deux témoins terribles qui nous font l'honneur de participer à ce nouvel épisode. Silence. Écoutons-les. Nicolas Fuchs, chef de projet créatif, auteur et producteur artistique. Manu Blanquet, constructeur d'épreuves de jeux télé, en vacances depuis des centaines d'années. Alors mon parcours professionnel, il est assez simple. J'ai démarré dans le théâtre, pas comme constructeur, mais comme musicien. En fait, il y avait une troupe de théâtre. Moi, je faisais beaucoup de musique et avec le metteur en scène que je connaissais, qui jouait de la contrebasse, moi je jouais de la guitare, un copain faisait de la flûte et du coup, on a démarré comme ça. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au décor de théâtre. J'ai trouvé ça très intéressant, en fait, avoir des décors, la lumière, le jeu d'acteurs. J'étais habile de mes mains, je faisais de la guitare, c'est normal. Et donc ça a été vraiment la première approche que j'ai eue avec le monde du spectacle. Donc c'était presque une révélation de cette vie que je connaissais pas du tout. Hein. J'étais très jeune, donc, mais je me suis intéressé immédiatement à toutes les ficelles du métier. Et donc là, j'ai commencé à comprendre à quoi ça servait un metteur en scène, un éclairagiste, les décors qui étaient faits avec des bouts de ficelle parce que le théâtre, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et tout ça, ça m'a mis en fait la puce à l'oreille en me disant, c'est pas mal, ça me correspond assez bien. J'ai commencé chez Nagui, ça devait être en 2003 ou 2004, stagiaire. Voilà. J'étais le stagiaire de Jean-Louis Blot, d'ailleurs, qui m'a formé. En fait, il m'a vraiment beaucoup appris. J'en garde encore de très bons souvenirs. Arrêtons-nous sur Monsieur Blot, actuel président d'Endemol. Ex-producteur de programmes à succès, comme N'oubliez pas les paroles, Tout le monde veut prendre sa place, ex-créateur de plein de trucs, bref, une personnalité de l'audiovisuel français. Après, je suis passé chez Far West Productions. C'était très intéressant parce que je passais du divertissement jeu à un univers plutôt magazine.
Ils avaient fait une super émission qui s'appelait Les Dossiers Schaeffer sur France 5. Après, je suis passé chez The Wit. The Wit, c'est une boîte qui s'occupe de veille internationale. J'ai fait ça pendant, je sais plus, 2 ans où là, j'ai regardé tout ce qui était possible de regarder au monde. Voilà, et ça, c'était bien. Je suis passé chez Starling aussi pendant plusieurs années. J'avais fait des petits stops, un petit coup chez Fremantle, un petit coup voilà, par-ci par-là, enfin des petites missions, mais le gros c'était Starling. Et après je suis allé chez Satisfaction, donc chez Arthur, pendant longtemps, même s'il y a eu quelques petites pauses avec des projets divers et variés, vraiment entre 2011 jusqu'à à peu près aujourd'hui. Là j'ai quelques projets avec lui en parallèle, mais je suis plus dans la boîte tous les jours. Je connaissais bien la mécanique en fait. Au départ, je suis quelqu'un qui aime bien les moteurs. Très tôt, j'ai commencé à démonter les voitures, à remonter les moteurs, à réparer des motos, des vélos de mes copains. Très facilement, je suis rentré dans un atelier de construction sur Paris, une super école, c'était les ateliers du spectacle à l'époque, où il y avait tous les corps de métier à l'intérieur. J'avais quelques notions en fait de soudure, de plomberie, donc on m'a mis sur un film qui se faisait à l'époque pour faire un peu d'effets spéciaux, et ça démarrait aussi sur Paris. Les premiers sitcoms. Et donc il fallait faire de la pluie à l'intérieur, donc on a tiré des tuyaux avec quelqu'un qui bossait avec moi qui était beaucoup plus âgé à l'époque. J'ai démarré comme ça. Après, comme je savais souder, je savais couper des bouts de métal, je savais assembler tout ça. C'est une expérience que j'ai acquise en fait sur place, avec l'envie de progression et avec l'intérêt que je portais vraiment au défi qui était de quelque chose que moi j'avais jamais fait. J'avais les capacités, on va dire, techniques pour pouvoir réaliser, mais il me fallait en fait quand même un peu de prof, un peu d'aide, voilà. Et puis j'ai démarré comme ça. C'est aussi simple. Je suis un joueur. Voilà. Faut savoir déjà dans la vie, une de mes passions, c'est les jeux de société. Voilà. Bon, j'ai fait un peu de jeux de vidéo comme tous les ados, mais j'avoue que les jeux de société c'est un peu plus mon truc. J'en crée d'ailleurs aujourd'hui. Donc depuis toujours j'ai aimé les jeux, j'ai aimé créer des petits trucs dans la cour d'école, depuis toujours. Quand je suis arrivé chez Nagui, il y avait déjà des émissions de divertissement basées sur le jeu. Les mécaniques de jeu, moi ça m'a toujours passionné. Et donc très rapidement j'ai commencé, quand on commence au développement, on ne confie pas l'écriture d'un jeu en entier, donc on essaye de donner un peu de ce qu'on a déjà sur des épreuves, puis à un moment donné on prend un peu plus de galon, là on commence à écrire des épreuves qui commencent à être déjà entendues, voire peu modifiées, et jusqu'au moment où ça avance et on a la chance de pouvoir créer vraiment des épreuves à soi, voire des émissions, et ça c'était chouette aussi. Je ne suis pas arrivé dans le jeu télé comme ça. Il y a 30 ans, soyons clairs, il n'y avait pas d'école pour faire des jeux télé. Et moi, je me suis trouvé par hasard dans une équipe, mais vraiment par hasard, un truc qui est vraiment incroyable, qui allait faire à La Rochelle la première construction d'une passerelle. Et franchement, nous, on ne savait même pas à quoi ça servait. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé avec des plans devant nous, mais je dirais en 89, personne ne connaissait des jeux d'aventure comme Fort Boyard, donc il n'y avait pas de référence. Et nous, on ne savait même pas pourquoi on était en train de construire une passerelle à l'intérieur d'un fort, à quoi ça pouvait servir. Alors, bien sûr, Fort Boyard, je ne savais pas où c'était, je ne savais pas que c'était en mer, je ne connaissais pas la région du tout non plus. Et bon, voilà, donc on se trouve une bande de jeunes autour d'une table en train de rigoler avec des plans pour construire une passerelle au milieu d'un endroit qu'on ne connaissait pas. Et après, le lendemain, on a pris une barge et là, on a découvert l'existence du bâtiment qui était en pleine mer. Après, l'histoire, elle a fait le reste. Aujourd'hui, c'est Fort Boyard, plus de 30 ans d'émission avec tous les jeux qui ont été construits, je sais pas, une quantité énorme. Et tout ça quand même grâce à Jacques-Antoine. Jacques-Antoine. Pierre Bellemare a dit de lui qu'il était l'homme le plus novateur que nous ayons eu en ce métier après la guerre. C'est loin, oui. Mais aujourd'hui encore, il reste le génie tutélaire des jeux d'aventure modernes. C'est vraiment l'élément déclencheur qui a eu l'idée de faire ce jeu d'aventure qui est Fort Boyard. Comment faire une émission de télé où il y a des candidats et des jeux qui n'existent nulle part ailleurs. 3,
2, 1, c'est parti. Allez, t'es en train de vivre un moment exceptionnel là. Oh. Voilà, tu cales bien ta chaise, tu regardes devant toi. Ta chaise, elle te sert à tenir l'équilibre, d'accord? Tu regardes devant toi surtout. Voilà, c'est très bien. C'est bien. T'es parfaite, c'est très bien. C'est trop bien. Très bien. Encore un peu, vas-y, encore. Encore, stop. Alors maintenant, Carla, ce que tu fais basculer ta chaise en arrière. Comme ça. Oui, exactement. Ok. Maintenant, tu vas pouvoir monter sur ta chaise. Là. Voilà, comme ça, exactement. Tiens-toi. Laisse le poids à l'arrière. Voilà, tu te mets pas trop en avant, fais gaffe. Pas trop Reste en avant. arrière. Et là. Impulsion, tu sautes Il bien. faut fléchir les jambes. Alors je me rappelle la première émission où il y avait une mécanique simple, hein, ça s'appelait Méfiez-vous des idées reçues. C'était chez Starling, c'était un prime sur TF1 où il y avait deux équipes, enfin c'était très simple, on donnait une idée reçue, les deux équipes devaient dire s'ils pensent que c'était vrai ou pas vrai, et derrière en fait on avait la réponse en image. Il y avait un petit côté scientifique, c'était assez chouette, on apprenait des choses. Donc ça c'est la première émission de l'idée jusqu'à la fin. En épreuve, alors je ne saurais pas dire parce que chez Nagui ça fourmillait de choses. On avait fait, c'est pas moi, hein, mais, en tout cas Jean-Louis et Nagui avaient vendu une émission qui s'appelait Ça va être votre fête, qui était un dérivé de La brosse à dents. Je pense que l'émission culte de beaucoup de gens de notre époque. Et là oui j'ai participé parce que c'était plein d'épreuves complètement farfelu, et ça j'aime beaucoup, et j'ai participé, voilà. Donc dans Fort Boyard, dans cette école qui est énorme de jeux, comment j'ai commencé à comprendre le fonctionnement des jeux et comment je me suis intéressé aux jeux. Donc après la première année d'exploitation, donc il y a eu plein de petits problèmes dans les épreuves parce que de toute façon il y a de l'entretien à faire et les gens ils n'étaient pas encore formés, personne n'était formé à ça de toute façon. On ne s'attendait pas à avoir autant d'entretien dans les épreuves. Voilà. Mais en deuxième année, je me suis vraiment intéressé parce qu'il y a quand même un personnage qui est important, c'est Didier Lucas, qui était le responsable des épreuves, et qui avait une liste bien garnie de problèmes par cellule en fait. Et il fallait vraiment déboguer chaque cellule pour améliorer, pour fiabiliser tel et tel endroit. Il y avait, je sais pas, il y avait des contrepoids qui marchaient pas, mais un truc tout simple parce qu'il y avait juste la pièce qui était un peu matée, c'est-à-dire qu'elle ne se libérait pas correctement parce que le métal il avait pris une certaine position et il voulait pas, donc il fallait mettre un peu de graisse, voilà. Et tout ça, ça m'a emmené, parce que j'aime bien la mécanique, dans l'analyse du pourquoi ça ne marche pas et comment on peut améliorer tous les jeux. Et donc là, le fait de m'être intéressé vraiment très fort à améliorer les jeux, ça m'a ouvert la voie de la construction aussi. C'est-à-dire qu'en troisième année, avec Didier, il me dit, voilà, si on veut construire tel jeu, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le jeu déjà, avant même qu'il soit construit? Ça, c'est bien du brainstorming que j'aime bien. Et après, c'est parti comme ça. C'est-à-dire qu'avec Didier, pendant quelques années, on a développé... Enfin, Didier, il avait les idées de jeu. Il me soumettait les idées de jeu. On se mettait autour d'une table, on travaillait pendant des heures et des heures. Et moi, je l'ai traduit sur le papier, en fait, en dessinant, voir ce qui est possible ou pas, à mon niveau, pour cette épreuve. Alors les compétences, les talents pour créer des épreuves, je pense que la première chose pour moi c'est la curiosité. Bon, c'est un poncif, hein, mais la curiosité, c'est-à-dire que moi je suis curieux. Voilà. Pas que curieux sur les jeux, hein, mais curieux de tout, parce que chaque idée, chaque chose qu'on peut voir peut faire naître autre chose. Et il y a des liens qui se créent, on ne sait pas pourquoi, et tout d'un coup il y a quelque chose qui se crée, parce que dans des épreuves, bon, il y a des épreuves qui ne sont pas thématiques, mais il y en a d'autres qui le sont. Je vais donner un exemple, sur District Z, les zombies, c'était vraiment une émission à univers, et en fait,
Ce ne sont pas les mécaniques de jeu qui ont fait les épreuves, c'est l'univers qu'on a créé. Donc là, moi, je suis aussi fan de zombies. Donc voilà, c'est vraiment les films, les séries. Tout d'un coup, on se dit, ok, ça, c'est une thématique importante à l'intérieur des zombies. Donc tout d'un coup, qu'est-ce que je fais avec ? Et on part de ça, et seulement après, on fait quelque chose de mécanique. Parce qu'on a vu dans un reportage le truc, dans un film de machin. Et là, tout d'un coup, ça se crée. Donc voilà, la curiosité, l'acharnement, parce que c'est très long. C'est très long, c'est un processus qui est très long. Il y a énormément de gens qui modifient, qui donnent leur avis, et évidemment, on n'a pas toujours, voire pas souvent raison, et c'est vraiment à la fin quelque chose de commun. Donc il faut aussi être dépossédé de ce qu'on fait, mais il faut quand même avoir des convictions, et ça c'est un processus qui est difficile à encaisser dans les premières années, évidemment, parce qu'on a l'impression qu'on est le meilleur du monde et que personne nous écoute et qu'on est des incompris. Entre les choses qu'on nous rejette, qu'on refuse, alors qu'on sait que c'est des bonnes idées, puis qu'on voit d'autres choses en se disant « Ah mais ça, moi j'ai fait, je peux faire mieux ». Voilà, bon, c'est donc l'acharnement, je pense avoir des convictions, ça c'est important, parce que même si on a tort, même si à la fin c'est pas fait, ou même si ça va au bout et qu'en fait on s'est planté, je pense que comme n'importe quelle personne qui gère un pôle, quelque chose, il faut savoir où on va. Alors, peut-être qu'on va pas dans le bon chemin, mais il faut savoir où on va, il faut montrer aux gens qu'on sait où on va. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour faire des jeux, pour faire constructeur de jeux? Alors je vais vous dire, j'en sais rien. J'en sais rien parce que de toute l'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant, les meilleurs constructeurs, en fait, c'est des gens qui n'ont pas vraiment des super compétences de construction, tout court, mais par contre, qu'ils ont une intelligence mécanique de compréhension qui est très importante, en fait. Je m'explique. Je prends un technicien vraiment très qualifié, en serrurerie, en menuiserie. Le fait qu'il soit qualifié, ça ne leur donne pas la porte qui permet de faire des jeux. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire de la construction, comme ils sont très bons dans ce qu'ils font, ils vont faire un type de construction qui va être peut-être trop lourde, qui va être peut-être trop rigide, qui va être peut-être à leur façon. Parce que quand on est bon techniquement, on se dit non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, non. Il faut se dégager de tout ça. Il faut se dégager un peu de ce qu'on sait faire. Voilà. C'est vraiment l'expérience du temps qui nous permet d'avoir un bon constructeur de jeu. J'ai des constructeurs, je leur donne un plan, je leur explique. Et moi, dans la pédagogie du jeu, en fait, j'incite jamais parce que je sais qu'il y a des gens, des nouveaux qui arrivent et qui viennent avec leur expérience. Et ce qui est normal, ils essayent de mettre leurs pattes en disant « Non, mais ça c'est bon, ça va tenir, t'inquiète pas, c'est bien. » Bon, alors ça c'est des mots qu'il faut pas écouter, t'inquiète pas, les machins et tout ça. Donc on dit « Ok, je dis rien, mais ok. » Je laisse faire, pourquoi? Parce que on apprend vraiment de ses erreurs dans le jeu. Et à tous ces gens-là, qu'aujourd'hui c'est des très bons constructeurs, à qui j'ai laissé faire, ok, fais-le. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a eu des pains, il y a eu des problèmes dus à leur façon de construire ou à leur façon d'avoir imposé certains types de montage. Voilà. Le temps, c'est lui, historiquement, c'est lui qui va nous donner en fait la compréhension du jeu, comment construire. En fait, des fois, ça sert à rien de construire un truc super costaud, mais ça sert à rien de faire un truc super beau. Non, la caméra, dites-vous bien, la caméra, elle est gros plan sur le candidat, sur le visage, s'ils ont besoin, ou sous les mains du candidat. Voilà. Et donc, c'est là que ça se passe. Si on veut s'intéresser au jeu, et ça, c'est comme ça, c'est la loi de la télé, on doit s'intéresser, qu'est-ce que le candidat est en train de faire précisément à ce moment-là, parce que c'est ça qui compte. Les 3 minutes, ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Et donc, on doit se focaliser complètement sur ce paramètre-là. Je pense que chacun a sa manière de faire. Moi, je pars toujours du général et de la thématique. Je suis pas quelqu'un qui crée des mécaniques et après qui les rentre à l'intérieur au chausse-pied, ce qui peut très bien marcher et il y en a qui le font très bien. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Donc, je pars vraiment de la thématique, je pars de l'émission, je parle de ce qu'on raconte dans l'émission et je commence à me mettre des points importants qui vont structurer ma réflexion.
Parce qu'au début, on a une page blanche, on peut aller n'importe où. N'importe où c'est bien, mais en fait c'est pas bien. Il faut des contraintes. Donc en fait, je vais rajouter plein de contraintes. Et mes premières contraintes, elles viennent de la thématique de l'émission. Par exemple, pour Vendredi tout est permis, quand on a créé l'émission, on s'est posé plein de questions. Les premières questions, c'est qu'est-ce que c'est que cette émission? On va faire une émission qui n'a pas de points, n'a pas d'équipe et n'a pas d'enjeu. On croirait que c'est simple, et à la fin, c'est très simple. Mais ce processus-là, qui je pense a fait le succès de l'émission, ça a été le plus long et le plus difficile à mettre en place. Mais à partir de ce moment-là, les contraintes, c'était qu'on était en plateau, c'était qu'il n'y avait pas d'équipe, c'était qu'il n'y avait donc pas de points, donc pas d'enjeu. Là, tout d'un coup, on peut créer des jeux où, par exemple, on peut se dire, on peut tricher. Tout d'un coup, on peut dire que ton épreuve, elle est à 3, mais on peut en faire une à 6, on peut en faire une à 5. Bon. Donc en fait, c'est vraiment, tout ça, c'est parti du corps de l'émission. Et derrière, on s'est dit, voilà, maintenant, deuxième contrainte, qu'est-ce que c'est que cette émission? C'est du fun, on va prendre des célébrités, donc des célébrités de tous bords, hein, pas forcément des comédiens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de mettre leur talent en avant. Ok, donc là, on avait déjà deux structures, c'est-à-dire des jeux qui, entre guillemets, n'ont pas de structure propre, mais en fait, centaines de structures. Et derrière, on va aller chercher leur talent. Donc la danse, le mime, le chant, les réflexions intellectuelles, l'humour, vraiment leur capacité d'improvisation. Pour District Z, les zombies, voilà, on est parti de la thématique zombie, on s'est dit voilà, les gens s'attendent à quoi? Déjà ils s'attendent à des zombies, donc tout d'un coup les zombies intègrent une mécanique de jeu. Si on fait une émission de zombies, il n'y en a pas, voilà. Donc tout d'un coup ça devient un élément de jeu. Après on se dit ok, pour plein de raisons, on va enlever toute la technologie, les écrans, tout ce qui fait entre guillemets émission de télé-plateau, pour avoir un côté immersif. Ok. Derrière, on va aller chercher des images de films ou de séries de zombies. Donc on va prendre le cercueil, on va prendre des moments d'action, on va prendre un peu du côté militaire, parcours du combattant. Voilà, et on met tout ça là-dedans. Et après, on se dit, derrière, avec toutes ces contraintes-là, comment je peux dérouler le mieux possible? Quelle est la durée moyenne de mon épreuve? Qu'est-ce qu'ils doivent aller chercher quand il y en a un enjeu ou pas d'enjeu? Et voilà, ça se déroule comme ça. Alors, on va mettre Arnaud Millot. On est là, le principe, avant de tirer la nappe, c'est de penser à quelqu'un vraiment qui t'a énervé récemment. Je suis dégoûté. Mais tu vas le faire après, chouchou. Et il faut faut y tirer croire, vers le bas. Vers le bas? Vers le bas. Faut y croire, hein, faut y croire. Pas mal. Oh, c'est con. Pas mal. Alors là, c'est bien. Pas mal du tout. Ça nous fait Tu vas y arriver. 1, 2, 3, 4, mal, 5, on est là. 6, 7. On a rarement fait 7 dans l'émission. Une des premières épreuves que j'ai réalisées tout seul, avec, on va dire, avec l'analyse de Didier Lucas, ça a été les cylindres. Franchement, on ne pensait pas un seul instant que ça deviendrait une épreuve culte, qui aujourd'hui n'est plus à l'antenne, mais notre démarche dès le début, c'était juste de faire une épreuve qui était multisexe, en fait. Et l'idée, c'est que le candidat, il rentre, il va sur le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième cylindre, il récupère la clé. En fait, à ce stade-là, sous le papier, on ne peut pas savoir, on ne connaît pas encore mécaniquement et même visuellement qu'est-ce que ça peut donner l'épreuve. Quand on imagine une épreuve, on est loin de connaître vraiment comment on va l'exploiter au final parce qu'on n'a pas encore construit. C'est-à-dire qu'on limite un peu les dégâts, on dit, et ça c'est très important, ok, c'est possible de la construire, ça rentre dans le volume qu'on veut, d'accord, mais toute épreuve, et ça c'est vrai pour n'importe quelle épreuve, elle a besoin de développement. Une épreuve, elle devient bonne au bout de 3 ans. Jamais en première année, jamais en deuxième année. Parce qu'en fait, elle a besoin d'être développée et améliorée. Ça serait trop bon. Parce qu'en fait, ça n'existe pas, les épreuves. Donc, c'est pas comme si on allait chez Carouf dans l'étagère, on prend l'épreuve, machin, et on va la monter là-bas, c'est bon, on n'achète pas des boîtes de conserve. Donc, ça marche pas. Toute épreuve, au bout de 3 ans, elle commence à être mûre, on va dire.
On a réglé les problèmes de fiabilité, on a amélioré les problèmes visuels, on a amélioré aussi, et ça c'est une connaissance qu'on peut avoir que quand on exploite une épreuve, le poids du candidat optimal pour certaines épreuves, parce que c'est vachement dur de construire une épreuve, pour quelqu'un qui fait 45 kg, et la même épreuve pour quelqu'un qui fait 90 kg. Alors nous, on ne peut pas changer tous les paramètres en cours de route. Donc, il faut vraiment aujourd'hui, avec l'expérience, on fait des épreuves qui ont une moyenne de poids pour exploiter, une moyenne d'auteur aussi, parce que voilà, s'il y a quelqu'un qui fait 2 mètres et quelqu'un qui fait 1m50 ou 1m60, l'épreuve elle est flinguée. C'est ni bien pour l'un ni bien pour l'autre. Donc il faut intégrer toujours ces paramètres-là. Donc la conception d'une épreuve, elle est un peu complexe parce qu'on doit intégrer les paramètres humains, donc la taille du candidat, le poids, l'âge aussi, qui est très important. Des fois on dit c'est très simple de faire une épreuve, on met un truc. Non, c'est pas simple. En fait, le résultat il peut être très décevant si on n'a pas anticipé tous ces problèmes-là. Ne sert à rien d'envoyer un candidat dans une épreuve s'il n'a pas on va dire, pas les aptitudes physiques. Parce qu'en fait, non seulement l'épreuve n'est pas en valeur, ça n'a aucun intérêt. Et pour le candidat, c'est comme envoyer quelqu'un grimper une montagne en maillot de bain, donc ça ne sert à rien, il va geler avant d'arriver en haut. Dans les jeux, dans la construction d'un jeu, il est impératif de bien comprendre à qui on s'adresse. Déjà, c'est voir beaucoup de choses. Voir beaucoup de choses pour s'inspirer, et puis aussi entre guillemets, pour ne pas faire la même chose. On pourrait croire, mais en fait, c'est surtout pour pas faire la même chose. Après, toujours les bonnes idées à prendre, pas que dans les émissions de télé d'ailleurs. Il y a plein d'autres choses qui peuvent inspirer. Moi, j'ai beaucoup de jeux de société, voilà, donc mécaniquement, ça m'enrichit beaucoup. Parce qu'il y a quand même de plus en plus, je trouve, dans les jeux télé, des idées, des influences issues du jeu de société et de jouer en fait. Ça paraît bête, mais faut mettre les mains dedans, donc faut jouer. Enfin, en tout cas, moi je joue. En tout cas, c'est une bonne excuse. C'est ce que je dis à ma femme. Pour faire des jeux, faut jouer. Je joue beaucoup de jeux de société, je fais beaucoup d'escape games, je crée beaucoup de mécaniques, donc je teste plein de choses. Voilà. Quand on fait une mécanique, on la teste. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est une partie de mon temps que je prends, et puis on essaye aussi de se projeter quand on voit, si on a une émission de télé avec des mécaniques intéressantes, on essaye de se projeter à comment je le ferais moi, est-ce que je l'aurais modifié, est-ce que je l'aurais fait différemment, ou est-ce que je la ferais si je la faisais, qu'est-ce que ça impliquerait, est-ce que ça marcherait pour moi, est-ce que ça marcherait pour les autres, est-ce que voilà. Donc, il y a quand même aussi beaucoup de projections. Moi j'ai des carnets remplis de trucs que j'arrive jamais à me relire parce que sur le moment je mets des mécaniques, des choses comme ça sur le carnet et je sais pas ce que c'est après. Et des fois je reprends mes carnets et je retombe sur des vieux bouts de mécanique, je me dis ah tiens c'est pas mal, ou alors ça c'est nul, je le raye. Un peu comme on fait dans le scénario plus de fiction, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Je sais pas si je le mets dans la boîte à outils, mais on va dire que je vais le mettre. C'est d'éprouver des idées. Éprouver des idées, c'est-à-dire que, encore une fois, dans toutes les notes, que ce soit des idées d'émission, de mécanique, je les note, voilà, quand ça vient. Et je les reprends, je sais pas, 2 mois plus tard, et je me dis, ok, bon, ça c'est encore valable. Voilà. Et puis peut-être 1 an plus tard, c'est encore valable. Et puis peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, et je me dis, non, c'est encore valable. Donc tout d'un coup, ou même le pitcher, une idée, on la pitch à 100 personnes, et tout d'un coup, on se dit, ok, là, il y a quelque chose qui se passe, donc je peux en faire quelque chose. Donc éprouver une idée, pour moi, c'est bien. Faut pas s'arrêter tout de suite. C'est bon, j'ai l'idée, ça y est, on y va. Voilà. En tout cas, moi, j'éprouve beaucoup mes idées et ça fait gagner du temps à la fin parce que je sais que si à un moment donné, il y a 80 personnes qui ont dit non, c'est pas mal. Même moi, la première, si à un moment donné, je me dis au bout d'une dizaine de fois, non, en fait, c'est vraiment intéressant. Bah, souvent, il se passe des trucs derrière. Bien sûr, la lumière, c'est très importante dans le jeu parce que la captation. Donc si on est en intérieur, ça complique énormément. C'est un gros problème. Hein. Il faut tenir compte, en fait, dans notre construction de jeu, de l'axe par rapport à la tête du candidat. Ça a l'air tout con comme ça, mais c'est vachement important. Un candidat, quand il fait un jeu, il faut qu'il soit filmé.
la tête, les mains. Les pieds, on s'en fout un peu parce que, sauf s'il y a les pieds dans les serpents, dans n'importe quoi, mais c'est très difficile de faire un plan où on a les pieds et les mains avec 2 actions différentes. Donc ça marche moyen. Il faut intégrer vraiment dans la construction de jeu comment le candidat il va se pencher, comment il va jouer en fait. Parce que s'il tourne le dos à la caméra, un exemple, j'ai mis des volants qui sont en mur, c'est beaucoup plus simple de fixer des volants en mur. Donc le candidat il va se mettre dos à la caméra. La caméra pourra peut-être aller chercher derrière le mur, faire un trou pour filmer les candidats, mais l'éclairage, ça va être très compliqué. Et il est trop près, on n'a pas assez de recul. Dans ce cas-là, on mettra des volants au milieu de la pièce, comme ça on peut respirer, et il faut aussi de l'hauteur, c'est important pour la lumière qui vient éclairer, et le recul aussi pour les caméras. Donc quand on commence à discuter du type de jeu, c'est très important d'intégrer, d'éviter tout ce qui est collé au mur, les culs en l'air aussi. Hein. Donc les jeux au sol où il faut trouver un truc, c'est nul. Hein. Oublions tout ça les amis, ça sert à rien. C'est ringard, parce qu'en fait on filme que les culs, on voit rien quoi. Et c'est nul. Déjà à suivre c'est impossible, c'est une galère, ça exprime rien. Et après voilà. Donc, il faut toujours, si on fait une recherche, faire une recherche ciblée sur 1 mètre carré. Pour pouvoir avoir bien le candidat de face et surtout l'émotion du candidat. Il faut toujours se dire, si on n'a pas l'émotion dans le jeu, votre jeu il est nul. Changez de métier, faites autre chose. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Et c'est le plus dur aujourd'hui, c'est de faire des jeux où il y a vraiment de l'émotion. Ça, c'est très complexe en fait. Attention, mesdemoiselles, 3, 2, 1, c'est parti. Allez les filles. Pousse Nathalie. Est-ce que je dois monter avec? Regardez, la clé est tout en haut du flipper. Et l'idée, bien sûr, c'est d'y arriver. Pas à la gauche, pas à la gauche. Le flipper est glissant. Super, Nathalie, super. Allez, aide-toi du mur. Sur la clé. Voilà, ça c'est bon. L'année dernière, on avait, à Fort Boyard, on avait un jeu revenant. C'est le mur glissant. Guillaume, qui est le producteur artistique, il a l'idée, il me propose, il me dit ouais tiens ça serait bien, on refait le mur glissant, peut-être qu'on pourrait faire, tu vois, comme un flipper et tout ça, humain et tout ça et tout. Et moi franchement, je dis ok, je dis ça c'est une très bonne idée. Par contre ça pose tout un tas de problèmes, beaucoup même, parce que tous les problèmes qu'on avait eu avec le mur glissant, c'est que un mur, alors il porte le mot glissant. Je vais vous donner l'exemple. Faites-moi un mur glissant. Ok. De combien la pente? Pour qui? La longueur du mur, elle est de combien? On est à l'intérieur de la cellule, donc quel angle on prend? Et après, quel type de produit on utilise pour être glissant, mais pas trop glissant? Ça, je vais vous dire un truc. Je mets au défi qui veut faire un mur glissant. Il n'y a rien de plus compliqué. Parce qu'en fait, il y a des milliers de paramètres dedans. Quelqu'un qui est lourd ne va pas pouvoir grimper avec le même grip, on va dire, qu'un enfant. Parce qu'en fait, comme il est plus lourd, ça va glisser plus pour lui que pour l'enfant. Mais quand il a dit, en fait, on fait un flipper, je dis, c'est vrai que si on fait un flipper, on pourra avoir des points d'appui. Du coup, on se dédouane un peu du glissant, pas trop glissant, machin et tout ça. Donc, le mur, il est glissant, tout court. Mais par contre, on a des points d'appui avec tous les bumpers qu'on va mettre dessus, toutes les pièces. Et ce qui est drôle, en fait, ce qui m'a intéressé tout de suite, en fait, c'est mettre des flippers, des bumpers qui tournent. C'est la mécanique du truc. En fait, c'était une très bonne idée. Voilà. Même je trouve ça, c'est original. Parce qu'on n'a jamais fait ça. Nos 2 témoins ont eu la chance de travailler ensemble autour d'un jeu TV original, District Z. Une création 100% française produite par Arthur qui a, comme d'habitude, mobilisé de nombreuses sommités du petit monde des jeux TV pour satisfaire sa soif d'aventure et de zombies. Oui, des zombies sur TF1, ça fait peur. Attention, information strictement confidentielle. Le district le plus dangereux du monde rouvre ses portes. L'aventure monte d'un cran cette année. Bonsoir. Je suis quelqu'un de nerveux. De nouvelles personnalités vont pénétrer dans le domaine interdit. Vous avez mis les pieds en enfer. Baptiste, prépare-toi. Pourquoi c'est moi? Face aux créatures déchaînées. Go, 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 go. Du professeur Z. Bande de voyous. Et aux nouvelles épreuves spectaculaires. C'est un enfer. Oh. Non, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. L'expérience sera plus intense que jamais.
Alors, prêt pour le grand frisson? Le point de départ de District Z, on parlait d'Arthur, c'est une folie d'Arthur. Alors ça pareil, je m'en rappellerai. On discute ensemble et il me dit, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les zombies, ça cartonne partout. Les séries, les films, tout, c'est un carton absolu. Personne n'a jamais fait un divertissement sur cette thématique. Je dis, oui, c'est parce que c'est quand même particulier, voilà. Il me dit, oui, mais non, on va faire ça, nous. Je dis, c'est-à-dire, il dit, on va faire un divertissement avec des zombies et on va le mettre en prime time et on va le mettre sur TF1. J'ai ri, vraiment, je raconte, et c'est vrai, hein. J'ai ri, j'ai dit, mais ça n'arrivera jamais, tu sais ça. Il me dit, si, je te promets, ça va arriver. Mais j'ai dit, t'es fou. Et il me dit, on fait ça ensemble? Je dis, avec plaisir. Vraiment, en tout cas les premiers temps, jamais, je me suis dit, jamais, ce sera possible de faire quelque chose avec ça, c'est pas possible. Ben, on a commencé à beaucoup travailler, beaucoup. Là, ça a été vraiment un processus très long, très éprouvant. Derrière, il y croit. Il chauffe un petit peu TF1, qui se dit, pour les mêmes raisons, hein, quand même, c'est compliqué cette histoire. Il dit, je m'en fous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un trailer et on va faire ce qu'on veut. Et on va le faire directement en mode international pour essayer de le vendre partout, puis créer quelque chose autour de ça, parce que j'y crois. Je dis, ok, allons-y. J'écris le trailer, on regarde, on dit, ah non, il y a quelque chose. Il me dit, ok, on va pas faire les choses à moitié, vu qu'il y a une notion de fiction à l'intérieur de ça, parce que des zombies, en fait, c'est de la fiction, hein, faut pas... Donc c'est pour ça, c'était une des contraintes premières, c'est des zombies, c'est de la fiction. Donc il faut avoir ces codes-là. Si on n'a pas ces codes-là, ça ne marchera pas. Là, il dit, j'ai un pote qui s'appelle Xavier Jans, qui est le maître de français réalisation de tout ce où il y a du sang, où il y a des bêtes, des créatures. Et moi, c'est quelqu'un en plus que j'admirais pour le coup. Et donc je rigole. Je dis, bien sûr. Quelques jours plus tard, il y a Xavier Jans dans le bureau. Il lui dit, voilà, on va faire un prime avec des zombies. Est-ce que tu réalises le trailer? Là, Xavier, il dit, mais c'est génial, j'adorerais l'idée, vas-y, on le fait. Donc là, on monte le trailer, ça devient un truc avec des comédiens, des machins. Il y a Jean Reno qui fait le rôle du commandant. Enfin, ça n'a été que de l'hallucination totale sur ce projet parce qu'il a dit, j'y crois, je veux y aller. Il a mis tous les moyens pour. Et on est arrivé avec ça. Et là, TF1, ils se sont dit, ouais, il y a quelque chose, on va le faire. Incroyable. Et à partir de ce moment-là, on a beaucoup travaillé avec les équipes de TF1 parce que notre point de vue de base sur l'émission était un point de vue plus fiction que jeu. Eux ont ramené ça en disant ok, mais ça reste une émission de divertissement avant tout. Donc on est revenu dans l'écriture à quelque chose de plus divertissement, ce qui était plutôt une bonne chose. On a monté la première saison dans la douleur avec le Covid et compagnie, donc ça a été très compliqué. Après, il y a eu des choix qui ont été faits artistiques et éditoriaux sur l'émission parce que c'était une première mondiale, voilà, des zombies sur TF1. Ils voulaient faire quelque chose de très familial, c'est compliqué avec la promesse des zombies. Donc voilà, la première saison, ce qui en est sorti, c'est que les gens aimaient l'environnement, aimaient tout ce qu'on avait à apporter dans le côté collaboratif, dans les valeurs, dans les décors, dans tout ça, ça fonctionnait bien. Mais les gens, ils se sont dit, vous nous avez fait une promesse de zombies, là, c'est un peu trop pour les enfants. Donc, ok, mais il faut que ça y aille, quoi. Là, à ce moment-là, TF1 fait le bilan de ça, donc tout ce qui est positif et effectivement les choses qui n'ont pas plu. Et pour la deuxième saison, on a eu la chance d'en faire une deuxième. Elle a dit voilà, on va monter le curseur et on va vraiment répondre à la promesse. Ce qu'on a fait, on a vraiment tourné une deuxième saison qui ça aurait été super si ça avait été la première. Et malheureusement, pour plein de choses, encore le Covid, ça a été encore très très compliqué. Il y a eu plein de choses dans la programmation, les gens ne savaient pas trop que ça revenait, il y a eu un changement de jour, il y a eu tout un contexte sur l'émission au lancement de la deuxième saison
Déjà, ils n'ont pas pu mettre les mêmes moyens sur un lancement d'une première saison que sur une deuxième, ce qui est complètement logique. Là, je pense que ça leur aurait mérité, mais bon, on peut pas refaire l'histoire. Et que malheureusement, les gens qui ont vu, les peu de gens qui ont vu, se sont dit ah, ok, c'est bien, c'est ça. Là, on est d'accord, sauf que c'était pas au rendez-vous et ça s'est arrêté. C'est vraiment dommage parce qu'en plus, il y a eu 3 émissions qui n'ont pas été diffusées et vraiment, elles étaient vraiment bien. Et là, sur les épreuves, on avait fait vraiment des choses très chouettes. Sur District 7, c'est très intéressant, en fait, la façon comment on a abordé cette émission de télé. Donc, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, hein, faut pas croire. Donc, j'ai bossé main dans la main avec Nicolas et avec Thomas, qui étaient les producteurs du jeu. On a quand même commencé, alors, allez, un jour je reçois un coup de fil, j'étais au fort, Nicolas qui se présente, je ne le connaissais pas, et il me dit oui, on est sur un jeu télé, je t'envoie un peu ce qu'on est en train de préparer, est-ce que ça peut t'intéresser, voilà. Ça c'est, souvent ça démarre comme ça de toute façon, un coup de fil, salut, je me présente, ou alors je te connais, et qu'est-ce que t'en penses ? Et du coup, on a bien accroché, on a commencé à travailler là-dessus. Je pense qu'on a travaillé 4 ou 5 mois avant de démarrer les constructions. Leur travail, il était déjà bien mâché, en fait. On a éliminé quelques épreuves pour des questions de logistique, de candidats, voilà. Et on se voit plusieurs fois, on commence à débugger, on écrit, voilà. Et moi, après, je commence à voir, en même temps qu'on discutait. Alors ça, quand on me raconte une histoire, moi, je suis obligé de dessiner tout de suite. Même si c'est mal dessiné, mais pour moi c'est important parce que j'essaye de dessiner en fait la mise en place sous le terrain. J'ai peut-être un petit défaut, c'est que je traduis les distances, les hauteurs, le poids et l'étude en même temps dans le même truc. Parce que si on ne fait pas ça, à ce moment-là, quand on est en train de discuter, j'ai pas envie de partir sur une fausse piste avec quelqu'un en fait. C'est-à-dire que je vais donner de l'espoir au producteur en disant écoute oui c'est bien et tout ça c'est super mais en fait au final plus tard je vais me rendre compte que c'est pas bon. Je le fais naturellement, je prends une feuille de papier, je regarde et là s'il y a un problème, j'essaie de trouver une solution. S'il y a une solution à ce problème là qui est importante, s'il n'y a pas de problème, ce que je dis toujours, ok on passe à l'étape suivante, ça c'est bon, on met de côté, je vais analyser le truc, mais en principe c'est validé. Après, il y a une étape qui est l'étape de la construction qui vient un peu plus loin. Donc, quand il y a une idée un peu farfelue, il y a eu quelques-unes, hein, c'est « Attends, stop, laisse-moi juste réfléchir si c'est possible ou pas. » Je dessine même pas. Je note en fait son idée d'épreuve, je la connais, mais je ne vais même pas dessiner. En fait, tant que je dessine pas, ça veut dire que je n'ai pas accepté l'épreuve. Et ce que je fais dans un cahier, j'ai des cahiers de toutes les épreuves, tous les trucs que j'ai fait depuis des années. Si c'est dessiné, c'est quasiment validé à 90%. Parce que je vois vraiment un intérêt dans l'épreuve pour moi, pour la prod, je sais comment faire, ok, il y a des problèmes à résoudre, mais ce ne sont que des problèmes techniques et ça n'impacte pas directement sur le candidat. C'est plutôt des problèmes d'installation, voilà, par exemple, de transport, ça peut arriver aussi, de climat, on est en quelle période est-ce que le vent il va souffler? Est-ce que la pluie va tomber? Est-ce qu'on va avoir de la neige? Électrique aussi, il faut intégrer ça. Quel type, si on a de la mécanique, quel type de moteur? Et voilà, donc c'est une analyse très technique, mais qui n'impacte pas directement sur le jeu et sur le candidat. Donc en fait, on a fait des trucs qui étaient beaucoup plus dingues dans District 7. Alors, je vais vous dire franchement, parce que ça me plaisait, en fait, je trouvais ça dingue, en fait, d'avoir un conteneur de 14 mètres qui est à la verticale, avec une tourelle qui est posée dessus. Je dis, mais c'est un truc de fou. Ça, j'ai bien... En fait, je crois que je l'ai adopté dès le début, parce que je trouvais ça vraiment délirant. Pour nous, hein, à mon niveau, parce que voilà, on construit pas des pyramides, hein. Mais, donc j'ai trouvé l'astuce, comment stabiliser, parce que... stabiliser un conteneur de 14 mètres à la verticale, entouré de deux autres conteneurs qui sont boulonnés à celui-là, avec une structure en sol, avec des IPN. Alors pour ceux qui ne savent pas, les IPN c'est quand même des poutres en métal qui faisaient 320 mm, donc 32 cm d'hauteur. C'est des trucs énormes. Déjà c'est du matériel qu'on peut manipuler
qu'avec des engins d'élevage. Et tout a été fait comme ça. Même la grue qui est venue le jour du levage du conteneur, c'est génial. Hein. C'est des grues de 50 tonnes qui sort le bras, qui fait je sais pas combien de mètres. On va dire c'est kiffant, quoi. C'est bien. Et il n'y avait aucun risque pour le candidat. Mais il y avait quand même une étude qui était obligée de se faire. On a fait l'étude pour ça, en fait. Ça, c'était important parce qu'en fait, en tête, et je vous le dis parce que je suis monté en haut du conteneur, là-haut, ça bouge tout le temps. Ça bouge, même c'est peu, en fait, on peut presque avoir le mal de mer parce que ça vibre tout le temps, en fait, avec un peu de vent, parce qu'on avait une structure qui était posée dessus. Bon, voilà, donc, et en plus, il y a le candidat qui est posé aussi dessus, qui était suspendu à ça. Et on avait une équipe technique, il y avait caméra, donc il fallait 5 personnes en permanence en haut, avec des mouvements dynamiques qui sont très importants. Bon, voilà, ça a été fait. Une des épreuves les plus complexes à créer et à mettre en place sur District Z, ça a été l'épreuve du cimetière, parce qu'il fallait vraiment enterrer quelqu'un. Donc tout d'un coup on s'est dit enterrer c'est chaud. On s'est dit bon ça marchera pas, puis ça peut vraiment être anxiogène. Il y a un moment donné certes c'est un peu de côté fiction, mais déjà être dans un cercueil fermé la nuit, c'est compliqué. De mettre de la terre dessus, ça devient en termes de sécurité très compliqué. Donc on a fait l'inverse, on a déterré un cercueil et on a mis quand même quelqu'un dedans. Avec des bêtes, des sauts. Les personnes qui étaient dedans n'ont pas passé un bon moment, ça c'est sûr. Et en fait la problématique c'est que le cimetière était très étendu. Donc entre le coffre qui doit s'ouvrir, comment on filme à l'intérieur, enfin c'était tout un système. En fait le cercueil on l'a fabriqué, c'est le constructeur Manu Blanquet qui a conceptualisé un cercueil qui nous permettait de mettre des caméras, du son dedans, de la lumière s'il y avait besoin, le système de l'épreuve qui allait bien, comment on pouvait communiquer quand on était dans le cercueil et à l'extérieur, encore une fois sans machinerie, sans micro, sans rien du tout. Alors je vais vous raconter quand même une histoire, c'est l'histoire du cercueil. Alors ça c'est Arthur, il me parle de cette épreuve, qu'il veut une épreuve. Alors moi je dis texto Arthur, net devant lui, je lui dis Arthur, non, moi je le ferai pas. Voilà, on sait pas maîtriser en fait le problème du cercueil avec un mec intérieur qui est enseveli vraiment par le sable. S'il faut aller chercher, j'ai pas, tu vois, c'est très compliqué. Il faut faire il faut faire un trou énorme. Enfin bref, je vais vous épargner les détails techniques que j'avais déjà dans la tête au moment où il m'a parlé de ça. Mais il m'a dit un truc, réfléchis. Il n'a pas insisté. C'était bien, c'était de bonne guerre, c'était bien. Il m'a dit réfléchis. Ok. Il n'a pas insisté. Donc du coup, avec Nicolas, proposition contre proposition. En fait, il aurait fallu trouver la moins pire solution. Voilà. Parce qu'aucune n'était bonne. Aucune. Mais la moins pire. Mais quand je dis la moins pire, pour moi, ça veut dire que je suis sûr à 100% que je peux aller chercher le candidat quand je veux. Voilà. C'est la moins pire. Mais, esthétiquement, dans l'objet, dans l'environnement, tout ce qui est autour, on n'était pas peut-être à 100%, mais il fallait faire l'impasse sur quelque chose. Voilà, donc c'était très, très, très compliqué. Vraiment, ce truc-là, il nous a donné des maux de crâne énormes. Alors, on peut faire un cercueil, tout le monde sait faire un cercueil, il n'y a pas de problème, mais un cercueil qui doit avoir quasiment 1 mètre de terre au-dessus de lui, avec un mec à l'intérieur, un candidat, qui ne doit pas s'écraser, parce que je vais vous dire que c'est compliqué, et quand même il faut pouvoir les déterrer, sortir, et en plus il y avait des serpents, il y avait des animaux dedans et tout, mais c'est un truc horrible à vivre. Voilà, moi je suis candidat, j'y vais pas. Du coup on l'a fait, voilà, on l'a fait, c'est bien passé. En deuxième saison, on a eu le jeu des frisbees avec les zombies, qui était intégré au jeu. Donc on a construit un parcours du combattant. Il fallait aller chercher une malle avec des malles où il y avait des frisbees lumineux qui étaient dedans. Et pour cela, il fallait traverser une zone où il y avait des zombies qui étaient plus ou moins attachés à l'épreuve. Ok, d'accord. Donc, ça, moi j'intègre ça comme un élément de jeu parce qu'ils sont attachés. Donc, nous, on doit bien régler le zombie avec sa longueur de chaîne. On va dire le comédien qui est là, soyons clairs, avec sa longueur de chaîne, jusqu'où il doit aller. Avec Nicolas, il a fait ça très bien. Où est-ce qu'il faut pas, il faut pas qu'il dépasse, voilà. Son rayon d'action. Ça n'impacte pas sur la construction du jeu parce qu'il faut d'abord faire le jeu et ça c'est un élément qui vient après.
En fait, faisons dans l'autre sens. On construit déjà le parcours du combattant et on n'a pas de zombies parce que c'est une simulation, parce qu'on n'a pas besoin des zombies dans cette épreuve. Le jeu serait déroulé, peut-être pas de la même façon, parce qu'on n'a pas le paramètre visuel des zombies qui sont là, qui peuvent pousser ou accrocher les candidats, qui peuvent arracher la vie qui était sous les candidats, mais on aurait eu quand même le jeu, en fait. Donc il faut se concentrer, c'est là que je dis, il faut se concentrer sur la mécanique du jeu tout le long, faire fonctionner ça, et après on peut mettre ce qu'on veut dedans. On aurait pu mettre aussi de la pluie, on aurait pu mettre aussi un canon à neige, on aurait pu mettre aussi un gros ventilo qui fait une tempête de folie, voilà. On aurait, voilà, on peut tout imaginer, mais la priorité, c'est toute la mécanique du jeu. La meilleure épreuve que j'ai vue dans un jeu, c'est compliqué, hein. C'est comme, c'est quoi ton livre préféré, c'est quoi ton film préféré, il y en a plein. C'est contextuel. Et c'est comme un jeu de société, si on me dit quel est ton jeu de société préféré, enfin si je sais ça pour le coup. Non, mais c'est une expérience, il y a un contexte sur le moment. Je pense que là c'est l'enfant qui va parler. Je suis un enfant de Fort Boyard, clairement. C'est la première fois que je voyais quelque chose qui m'a transporté. Je pense que la finale, parce que c'était l'enjeu final en fait. Donc quand on rentrait dans cette espèce de cours avec les lettres où il fallait trouver un mot, c'est tout ce que j'aime. Il fallait réfléchir, il y avait de l'énigme, il y avait un positionnement, il y avait cet élément génial de petite attente de ce qu'on a bon, et là tout d'un coup toutes les pièces tombent et là faut se débrouiller, on n'a pas de sac, on n'a rien pour mettre et aller vite avec le portail qui descend et la menace, quand on est gosse on la sent, la menace des tigres. Je pouvais pas rater ça, c'était impossible. Et si aujourd'hui je fais des jeux et j'aime autant ça, je pense que en tout cas cette épreuve fait partie de ça. Les itinéraires de nos témoins sont souvent étonnants. Au fil des années, chacun à sa manière, ils ont acquis cet art du récit, cette façon particulière de s'approprier l'œuvre personnelle d'un scénariste de jeux TV. En imaginant des épreuves adaptées à ces univers originaux, en élaborant des constructions savantes pour faire de ces épreuves des points culminants, émotionnels et visuels de ces fabuleuses histoires. Merci encore à Nicolas et à Manu d'avoir accepté de jouer le jeu.